Bienvenue à ce premier numéro de EAD et développement. C'est un plaisir pour moi de vous savoir nombreux devant votre télévision, mais également aussi de vous savoir nombreux à côté de vos radios pour écouter ces programmes. Qu'est-ce que les financements de l'Union européenne ont apporté dans la conservation en République démocratique du Congo? De quelle manière l'ICCN et ses partenaires accompagnent les communautés à se développer autour de ces aires protégées? Voilà les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Alors pour ce faire, je vais recevoir sur ces plateaux le Dr Cosma Wilungula. Il est le directeur général de l'ICCN avec qui nous allons partager sur ces sujets. Bonjour docteur. Bonjour. Vous vous sentez bien? Merci beaucoup. Très bien. Alors, Dr Cosma ne sera pas seul, il sera accompagné de M. Alain Huart. Il est expert et chef de mission de la cellule qui s'occupe de l'environnement et l'agriculture durable au niveau de l'Union européenne. Bonjour M. Alain Huart. Bonjour à tout le monde. C'est un plaisir de vous avoir tous sur ces plateaux. Ok, merci. Alors, pour le faire, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mon collègue de la RTEC qui s'appelle Serge Gata. Bonjour Serge. Bonjour, merci. Comment vous vous sentez? Très bien. Super. Alors, d'entrée de jeu, Dr Cosma, pourriez-vous nous dire qu'est-ce que les financements de l'Union européenne ont apporté dans la conservation en RDC? Merci beaucoup, Afed. Merci pour vos téléspectateurs et tous ceux qui nous suivent. En fait, les investissements de l'Union européenne. L'Union européenne, aujourd'hui, est notre plus grand bailleur. Quand je parle d'un plus grand bailleur, ça signifie que nous en avons d'autres. C'est vrai, il y a le plus grand, c'est déjà en termes de volume d'investissement. Et cet investissement, depuis 30 ans que nous sommes en partenariat, en relation avec l'Union européenne, nous a suffisamment apporté ce que nous pouvons nous appeler pratiquement l'eau à notre moulin de la conservation. Il n'était pas facile dans un pays comme le nôtre. Ça signifie un pays qui est en post-conflit et peut-être entre guillemets en conflit, parce qu'on ne sait pas tout à fait dire en RDC, est-ce que nous sommes sortis de conflit ou nous sommes encore en conflit? Mais il y a encore des soubresauts de conflit à l'intérieur de notre pays et le budget national a des priorités qui ne sont pas tout à fait centrées au niveau de notre secteur de conservation et autres, parce que la restauration de la paix dans les pays, parce que la lutte contre tous ces groupes armés et énormément d'autres aspects, l'éducation, la santé, autres, les infrastructures, le gros d'ailleurs travaux d'infrastructures préoccupent suffisamment le budget national. Alors, qu'en faire avec le secteur comme le nôtre? Il fallait recourir à une certaine crédibilité de partenaires. Et nous avons répondu effectivement à ces préalables d'être interlocuteurs, d'être crédibles, mais d'avoir surtout accroché de partenaires comme l'Union européenne. Et aujourd'hui, depuis 30 ans, nous avons un accompagnement financier important de l'Union européenne qui nous aide à restaurer, à réhabiliter et à maintenir les aires protégées de la République démocratique du Congo. Quel que soit l'état des conflits et des guerres, je peux vous dire que nous n'avons perdu presque pas une seule espèce, à part les rhinos blancs du Nord, qui ne sont pas encore officiellement annoncés comme une espèce qui est extincte au niveau national. Dans quelques années, nous pourrons peut-être l'annoncer, mais ces appuis nous ont aidés à pouvoir préserver l'essentiel de nos aires protégées. Alain Huart, au regard des enjeux autour de la conservation, mais également aussi le développement des communautés qui vivent autour des aires protégées, quelle analyse faites-vous aujourd'hui des différentes actions que l'Union européenne a eu à mener dans les cinq parcs qui ont été choisis pour être accompagnés? Eh bien, l'Union européenne a investi avec l'ICCN dans des partenariats de longue durée, ainsi que le directeur Pasteur Cosma l'a dit. On parle de partenariats sur des durées de 30 ans. Ça veut dire qu'on n'est pas dans une optique projet, on se place dans la durée. Et les financements européens ont évolué et aujourd'hui, ils concernent à 50% les activités du parc proprement dit pour préserver la biodiversité,
pour effectuer de la recherche, pour payer les éco-gardes, faire leur travail, pour faciliter la surveillance, et 50% pour le développement avec les communautés en périphérie du parc. Et c'est là que se passe aussi l'enjeu, parce que la stratégie de conservation communautaire d'ICCN prévoit une forme de cogestion avec les communautés. Et donc ce travail, cette cogestion se concrétise par diverses manières. D'une part, l'agriculture durable sédentarisée, des modèles agricoles avec l'EVA, le café, le cacao, des choses comme ça, le riz de bas-fond, aussi des graminées, des légumineuses, tout ce qu'il faut pour nourrir la famille. Et également, les communautés sont associées aux concessions forestières de communautés locales. Vous le savez sans doute, des lois sont passées récemment, du moins des textes d'application du Code forestier, et cela permet maintenant aux communautés de faire des démarches pour obtenir un document signé de la main du gouverneur de province qui leur permet de mettre en valeur ces forêts communautaires. Et donc, ça se place dans une cogestion, c'est-à-dire des forêts communautaires qui sont proches des aires protégées. Il y a une véritable cogestion avec l'approche de ICCN, et vous avez donc des populations qui se sentent plus concernées dans la protection de la faune. Également, d'une manière générale, c'est la préservation de la forêt qui est importante, parce que cette forêt est grignotée par ce qu'on peut appeler l'agriculture itinérante sur brûlis, et donc c'est très important que les communautés soient structurées dans des comités locaux et qu'elles prennent conscience qu'il faut d'autres formes d'agriculture pour se développer. Enfin, je dirais une des actions majeures que l'on voit émerger aujourd'hui, c'est la fourniture d'énergie durable en provenance de l'hydroélectricité. Et donc ça permet de fournir aux populations de l'énergie pour ses besoins domestiques, mais également pour l'industrialisation, les petites PME, et également la création de parcs agro-industriels. Encore une autre loi de la RDC qui prévoit cela. Eh bien, on voit des parcs comme Virunga s'investir de manière très consistante dans la création de parcs agro-industriels, de nouvelles zones industrielles en RDC. Alain, l'Union européenne, c'est parmi les organisations qui sont très rigoureuses en termes de financement des projets. Vous avez accepté d'appuyer le programme de la conservation communautaire de l'Institut congolais pour la conservation de la nature. Qu'est-ce qui vous a poussé de faire foi à ces programmes? Parce que vous avez rompu aussi avec certaines structures de l'État. Voilà, je pense que, comme l'a dit le directeur Pasteur Cosma, l'Union européenne se place dans la durée. L'Union européenne a appuyé, il y a 30 ans, des programmes de reforestation des Batéké, notamment avec le projet de Mampu. Donc l'Union européenne a une longue tradition, et dans ce chemin itératif, l'Union européenne s'est rendue compte, avec les situations conflit post-conflit, qu'il fallait mener des actions de financement consistantes pour sauver certaines aires protégées et donner des moyens à l'État congolais quand le budget de l'État était consacré à d'autres activités. Et c'est ce qui s'est passé. C'est ainsi que dans les parcs de Garamba, de Virunga, de Salonga, Upemba Kunilungu, les actions de l'Union européenne, avec d'autres partenaires bien entendu, mais les actions de l'Union européenne pèsent lourd dans cette action de préservation de ces aires protégées, une meilleure organisation de toute l'équipe sur place qui travaille à la conservation du parc, voire même au tourisme pour accueillir les visiteurs, à l'éducation environnementale, et en même temps une action avec les communautés, comme je l'ai dit, dans l'agriculture, dans la conservation de la forêt, dans l'utilisation de l'énergie, dans le développement économique d'une manière générale. Mais un développement économique qui fait que les populations prennent en compte la composante conservation et qu'il y a un vrai équilibre entre améliorer les conditions de vie de la population et préserver les acquis en matière de forêt, de biodiversité. Docteur Cosma, s'il faut faire une évaluation mi-parcours déjà de la conservation communautaire par rapport au projet appuyé par l'Union européenne, aujourd'hui, vous pouvez atteindre combien de pourcents? Non, si vous voulez l'avoir en termes de pourcentage, mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est quoi? Vous savez que ce ne sont pas des choses faciles quand on arrive à ces différentes approches. Anéwar vous a donné suffisamment des éléments par rapport à ce qu'on est en train de faire. Mais les choses n'ont pas dû directement commencer comme telles ou comme ça. Pour arriver déjà à avoir les 50% d'un financement pour les communautés, nous vous disons que nous avons connu énormément au départ de problèmes, beaucoup d'interpellations de nos communautés. Qu'est-ce que le parc font pour nous? Lorsque vous privez à ces populations d'accéder au parc, vous vous rendez vite compte que vous les asphyxiez et ils développent quoi? Ils développent le braconnage, ils développent toutes les voies forcées pour accéder à des ressources. Et 11e FED a été pour nous une réponse
dans les discussions, les échanges entre l'ICCN et l'Union européenne, nous sommes arrivés à dire qu'il faut trouver une solution pour les communautés, parce que si nous ne trouvons pas la solution, on continue à persévérer dans une compréhension comme si le parc était réellement tout autre chose. Ce sont des parcs des Blancs, ce sont des parcs de ceci ou de cela. Voilà ce qui est à la base de la compréhension de trouver un niveau de financement qui vient pour les parcs, mais dont au moins 50% couvre le besoin de communautés. Il fallait à tout prix trouver les alternatives pour les populations et pour ces communautés. Et non pas seulement se limiter aux alternatives de cette manière, même la communication devrait bien changer. On avait une conservation policière, une conservation suffisamment rigoureuse, baïonnettes, kalachnikov et tout, mais on ne pouvait pas continuer à protéger de cette manière. Voilà pourquoi il fallait à tout prix trouver les opportunités afin d'impliquer la population, impliquer l'homme à préserver son patrimoine. Et c'est ça qui est à la base de notre conservation communautaire. Pour qu'ils se sentent et aussi impliqués dans la conservation, qu'ils s'approprient la conservation. Alors le type classique a commencé à laisser la place à une conciliation entre la conservation et le développement. C'est tout ce qu'Éouard vient de vous citer tout à l'heure. Toutes ces activités jusqu'à l'hydroélectricité, ce n'est qu'une conciliation de la conservation et du développement afin d'apporter les éléments de réponse à cette population. Parce que nous conservons pour qui? Nous conservons pour la population. Nous ne conservons pas pour conserver. Et quand vous regardez aujourd'hui, effectivement, des activités telles qu'elles sont, que ce soit de culture vivrière, que ce soit aujourd'hui de culture de substance, que ce soit tout ce qu'on essaye d'apporter à tous les niveaux, vous sentez que le degré d'intérêt, le degré d'appropriation des populations est devenu assez élevé. Et pour nous, c'est ça qui est important, quel que soit le taux du pourcentage que je pouvais vous donner qui couvre ceci ou cela, mais quel est le niveau d'appropriation dans le mental de la population congolaise, la population riveraine vivant autour du parc, et vous comprenez qu'à ce niveau, il y a une forte adhésion. Et ça, c'est ce qui est bénéfique pour nous. Et ça, c'est un résultat, effectivement, de ces fonds de l'Union européenne qui nous amène, qui nous a conduit à ça et qui permet qu'aujourd'hui, nous puissions dire, demain, un citoyen congolais peut aussi maintenant devenir même touriste. Parce qu'on croyait que le tourisme est réservé toujours aux Blancs. Le parc appartenait aux Blancs, le tourisme aux Blancs, tout était aux Blancs. Mais on leur dit non, vous ne comprenez pas que c'est votre patrimoine, c'est votre richesse. Vous pouvez vous-même l'exploiter, vous pouvez vous-même devenir touriste, vous pouvez vous-même jouir, non pas seulement du bien matériel, mais rien que le repos, rien que l'évasion du tourisme dans un parc vous permet réellement de jouir pleinement de la valeur de ce parc. Et c'est ça que nous sommes en train de vouloir apporter, que l'équipe, que ce soit Alain, que ce soit les autres, tout ce qui accompagne le fonds de l'Union européenne, apporte dans le gros de nos aires protégées. Et nous tenons beaucoup pour que, je crois, 12e Fed arrivant dans des discussions qu'on peut avoir, qu'on arrive davantage à capitaliser cela et à valoriser effectivement ce gain qui pourra donner aux Congolais une satisfaction que ce sont des parcs au Congo, ce sont des parcs en Afrique, ce sont des parcs dans le monde. Ça répond à tout ça et c'est beaucoup plus bénéfique pour nous. Alors, Dr Kosma, la question que je vais vous poser, je la poserai également aussi à M. Alain Huart, c'est bien celle de savoir comment évaluez-vous aujourd'hui l'impact de l'agriculture durable sur la conservation? Merci beaucoup. Je sais déjà qu'Alain Huart a commencé à donner quelques éléments de réponse. En fait, l'agriculture durable apporte aujourd'hui à nos populations le fait de commencer à quitter le terrain, les chantiers bâtis. On a été trop longtemps dans l'agriculture sous brûlis. Vous savez, les gens ont détruit, les gens ont cru qu'il fallait ces feux, qu'il fallait tout cela. Ce n'est pas de leur faute, ça a été le niveau
de peu de connaissances qu'ils avaient. Mais aujourd'hui, quand ils savent maintenant que brûler, c'est lâcher dans l'atmosphère le dioxyde de carbone, brûler, c'est détruire tout le micro-organisme qui existe et qui pourrait contribuer à de croissance assez agréable de leur culture. Je pense que les gens ont commencé à réaliser l'avantage. Mais cette agriculture durable apporte également le secteur beaucoup plus important, comme il a dit. Si nous appuyons la production du cacao, si on appuie la production de café, si on peut appuyer la production de ces cultures, des papayers comme au Virunga et ailleurs, qui sont directement rachetés, tant pour la chocolaterie, tant pour les noix de palme et autres, pour les savonneries et autres, vous sentez que le cultivateur, le Congolais, même agriculteur et autres, peut retrouver des ressources. Ça permet de donner un peu de moyens de substance. Ça permet de diversifier même la qualité de vie de ce paysan-là. Il peut maintenant s'acheter autre chose pour améliorer le niveau de vie de sa famille et de ses enfants. Il peut envoyer ses enfants à l'école. Il peut aujourd'hui apporter davantage de ressources pour essayer de changer même la qualité de leur propre vie. Et je crois que le programme de l'agriculture durable est réellement aujourd'hui une des solutions efficaces, non seulement pour les niveaux de vie des gens, mais ça permet de réduire et de diminuer les pressions dans le parc, les pressions dans les aires protégées. Parce que si vous circulez autour des aires protégées, vous ressentez cet impact? Ah oui, aujourd'hui, c'est une réalité. Vous pouvez vous imaginer, en réalité, quand vous êtes au Virunga, les pressions ne sont plus des pressions du braconnage. Les pressions sont beaucoup plus des pressions de groupes armés afin d'accéder à d'autres mécanismes de trafic illégaux de ressources. Si un bébé gorille coûte $1000 et coûte $100 000, vous vous rendez compte que ce n'est pas l'agriculteur qui est intéressé par ça, mais c'est l'autre type de pression afin d'accéder à certaines facilités qu'occasionne effectivement le développement. Si on vous dit qu'un kilo de cornes de rhino est à $250 000, vous sentez que ce qui court derrière ça, ça devient d'autres modes de pression. C'est vrai, il y a encore un problème d'aménagement des terres. Ça signifie les affectations des terres. Les parcs sont restés comme les îlots des terres les plus fertiles. Et les gens, avec d'autres mécanismes qui ne sont pas tout à fait aussi liés à la conservation, essaient de pousser aux envahissements. Mais les populations encadrées, qui reçoivent l'appui dans le cadre de l'agriculture durable, cette population est très satisfaite de leurs emplacements, de l'accompagnement qu'on leur apporte au travers de ces financements et au travers du travail que nos amis font, toutes les équipes qui les encadrent. Et nous savons ressentir ça au niveau de nos aires protégées. Que ce n'est plus le braconnage de type ordinaire, alimentaire et autres qui a pris le dessus, mais aujourd'hui, les gens sont plus fixés comment continuer, étendre leurs espaces, parce qu'ils ont non seulement le marché à côté, ceux qui reprennent toute leur production, et ils ont également des espaces où ils peuvent cultiver. Et ces marchés, c'est beaucoup et plus le marché, c'est toujours qui... le parc qui organise avec ce partenaire et avec cet appui qui nous accompagne de ces financements de l'Union européenne. Super. Alain Huart, vous avez un commentaire sur cette question? Écoutez, d'abord, il y a des mécanismes de suivi, des indicateurs qui démontrent que la qualité nutritionnelle des populations autour des parcs est meilleure qu'ailleurs dans le pays, pratiquement de tous les parcs. Donc ça, c'est un indicateur clé. Une deuxième chose qu'il faut retenir, qui est très importante, c'est que ces parcs sont le symbole de la forêt à préserver. Donc la RDC joue un rôle climatique essentiel. C'est le pays le plus important du continent, avec près de 60% de la forêt résiduelle, la forêt primaire résiduelle. Et donc, si vous voulez qu'il y ait de l'agriculture au Kenya, en Tanzanie, en Afrique du Sud, et j'en passe, en Angola, vous devez préserver cette forêt.
Et donc, c'est quelque chose qui est un mécanisme pour tout le monde, y compris en RDC. La préservation de la forêt est gage de terres fertiles pour tout le monde dans les 10, 20, 30, 50 prochaines années. Et donc, ces services écosystémiques inestimables sont symbolisés par les parcs, et c'est avec eux que l'on démarre, notamment un grand parc, le Massalonga, le plus grand parc forestier au monde. Et bien donc, vous voyez que ce travail-là, si on évolue avec des populations qui vivent mieux, qui ont un meilleur niveau de vie, qui ont accès à commercialiser des produits qui sont labellisés avec une histoire de leur terroir, comme le chocolat au Virunga, qui est aujourd'hui le premier chocolat emballé vendu en RDC, le café, les VA, j'en passe. Mais au moment où ces revenus démontrent que ces terres paysagères autour des aires protégées provoquent de la richesse, vous voyez que c'est une autre lecture qui va se faire. Et ça présage d'un nouvel avenir. Qui dit un nouvel avenir dit aussi ressources humaines. Il faut dire que le projet de l'Union européenne appuie aussi l'Université de Kisangani, qui est un pôle d'excellence en matière climatique, appuie aussi la réserve biosphère de Yangambi, qui est un pôle assez extraordinaire de recherche sur la forêt, avec une tour à flux qui a été installée récemment, appuie l'école d'aménagement forestier ERAIFT. Donc l'Union européenne, elle veut accompagner au maximum l'État congolais avec des ressources humaines, d'élite, de haut niveau, des chercheurs, mais aussi des agents d'exécution, qui vont reprendre le relais de tout ça et qui vont s'engouffrer dans ce qu'on appelle les métiers verts. Tous les métiers qui touchent à la préservation de la forêt, à la préservation de la biodiversité et à l'agriculture durable. Comme l'a dit Pasteur Cosma, on quitte l'agriculture itinérante Sourouli et on va vers d'autres formes d'agriculture qui sont sédentarisées, qui sont plus confortables pour la femme, pour l'enfant, qui donnent des conditions de vie meilleures et qui ouvrent la porte à des revenus qui sont plus consistants. Voilà, Alain Huart, ça c'est le point de vue du gouvernement congolais qui voudrait à ce que les investissements qui sont existants déjà puissent être appropriés justement par cet État. Alors, qu'est-ce qui est fait au niveau de l'Union européenne pour accompagner l'État congolais à s'approprier de tous ces investissements que vous avez déjà mis en place, surtout en termes de l'agriculture durable? La première chose que l'on peut dire, c'est que, par exemple, l'initiative du président de la République, 1 milliard d'arbres, est une initiative qui maintenant va rassembler toutes ces approches. Le Fonds national RED, et la RED travaille depuis une dizaine d'années sur l'agriculture durable, les projets EAD de l'Union européenne travaillent sur l'agriculture durable. Donc effectivement, il y a un certain nombre de partenaires qui ont investi parce que l'État n'avait pas suffisamment de moyens. Maintenant, il revient à l'État, pourquoi pas, de faire une meilleure coordination de ces appuis, d'organiser une meilleure harmonisation des différents partenaires, de connecter ces partenaires entre eux, de faire en sorte que dans les différentes provinces, il y en a 26, et autour des aires protégées, il y ait des coalitions de partenaires. Par exemple, à la Garamba, on voit bien le FONARET et un programme Union européenne travailler ensemble. Même chose à Salonga, dans la grande province de la Chouapa, deuxième province forestière, on voit bien un travail qui peut se faire ensemble. Et aussi, pourquoi pas, d'organiser un tableau de bord de toutes les interventions qui touchent à la préservation de la forêt, qui touchent à la RED, qui touchent à l'agriculture durable, et pourquoi pas de dédicacer les partenaires selon leur région. Il y a 26 provinces, il y a 145 territoires, il y a 737 secteurs, mais pourquoi pas qu'on ait un tableau de bord pour savoir qui fait bien là-bas, et que le gouvernement ait les moyens d'effectuer un comparatif pour dire voilà, les meilleurs exemples sont ici, les meilleurs exemples sont là-bas. Aujourd'hui, la RDC, c'est un très grand pays, il y a beaucoup d'expériences positives, mais le pays est très grand aussi, et se déplacer pour aller constater sur place est très coûteux et complexe. Donc du coup, un des enjeux de notre très grand pays, c'est de valoriser les expériences réussies de ci, de là, et les reproduire à d'autres endroits. Alors vous voyez, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il faut investir dans l'éducation, il faut investir dans les valeurs humaines de haut niveau qui touchent à tous ces métiers-là, de manière à ce que la RDC ait un vivier d'institutions, d'administrations qui sont capables de relever les défis, l'École nationale d'administration publique, les RAIF et bien d'autres. Et donc je pense que ça c'est un élément très important dans lequel l'Union européenne s'investit. L'Union européenne s'investit également, au travers de ces 50% qui tournent autour des paysages, vers un nouveau modèle économique. Les zones économiques spéciales et l'hydroélectricité, c'est carrément un nouveau domaine économique qui est en train de se développer. Et ce n'est pas une question que c'est un projet de l'Union européenne, non, ce sont des privés locaux qui s'investissent, qui développent leur industrie, qui développent leur PME et qui vont poursuivre cette activité, on l'espère, des décennies durant. Donc il y a toute une série d'actions
qui sont déjà bien avancées dans le sens d'une pérennité, comme le pasteur Cosma l'a dit tout à l'heure et moi-même. Donc c'est déjà un programme qui s'étale depuis 30-40 ans. Et c'est aussi, pourquoi pas, de faire plus de communication sur la réussite des différents modèles. Aujourd'hui, la RDC s'est dotée de textes d'application sur la foresterie communautaire, mais ça intéressera le secrétaire général Tourambe et le directeur d'ICCN de connaître quels sont les acquis. Où est-ce qu'on en est exactement? Qu'est-ce que Yangambi a pu faire? Qu'est-ce que Salanga a pu faire avec les communautés pour arriver à mettre en valeur ces forêts, pour faire en sorte que d'une part, on a moins de forêts détruites et en même temps, on a des populations qui vivent de revenus agricoles plus consistants. Et pourquoi pas de produits forestiers non ligneux. Donc je pense que il faut continuer de travailler en ce sens, de mettre en avant les bons exemples, de travailler sur des partenariats moyen-long terme qui permettent d'aller au-delà des durées de projet et d'investir sur l'éducation pour une forme de pérennisation de tous ces acquis. Et à ce niveau-là, qu'est-ce que vous faites justement? Comment vous travaillez avec l'ICCN par exemple ou avec le gouvernement pour que tous ces investissements soient appropriés réellement et qu'on avance? On est sur du moyen-long terme, donc il y a des partenariats qui courent jusqu'en 2040. Mais ces partenariats ont aussi diverses formes, c'est ça qui fait leur richesse. À Salanga, c'est la cogestion, à d'autres endroits, c'est une forme de délégation. Et donc c'est important de travailler là-dessus. L'USAID vient de réaliser une étude comparative de ces partenariats. Nous utilisons cet outil, cette étude, pour discuter, travailler et pourquoi pas comparer avec d'autres modèles. Ce qui compte, c'est d'avoir accès à toutes ces solutions et de pouvoir en discuter, de construire des solutions meilleures demain. Aujourd'hui, les Virunga ou la Garamba, ce sont des enjeux qui vont dépasser 2030-2040. Donc c'est question maintenant de voir avec ICCN comment est-ce que ces réseaux d'entreprises, ces zones économiques spéciales vont continuer de se développer, comment est-ce que l'énergie hydroélectrique va assurer une viabilité permanente avec des revenus permanents qui permettent à la fois de préserver le parc et de maintenir un personnel compétent qui fait ce travail, et en même temps qui alimente un essor économique des populations. Comme je vous ai dit, le pôle Yangambi Kisangani est un pôle vraiment d'excellence. Il faut voir aujourd'hui les bâtiments sans équivalent en RDC de l'université Kisangani, la faculté des sciences, et également le matériel de recherche qui se trouve à Yangambi, qui devient un pôle d'excellence pratiquement unique en Afrique. Donc, vous voyez, ce sont toutes des choses qui s'inscrivent dans une vision moyen-long terme de consolidation de ce qui se fait. Docteur Cosma, est-ce qu'au niveau de l'ICCN, vous avez déjà pris des précautions, encore mis en place des mécanismes pour assurer la pérennité de toutes ces actions, c'est-à-dire après les différents programmes, les différents projets qui sont mis en place autour des aires protégées, est-ce que vous pensez pérenniser cela avec les communautés? Merci beaucoup. En fait, c'est ça la réalité. On ne pouvait pas concevoir, on ne pouvait pas accepter, on ne pouvait pas aller ensemble avec cet accompagnement si aujourd'hui on n'avait pas un regard sur une durabilité dans l'avenir. Et je pense que ce qui est beaucoup plus important, vous voyez tout à l'heure le secrétaire général parlait de forêts des montagnes, par exemple à l'Est. C'est vrai, c'est déjà une bonne partie d'analyse, mais qui ne donne pas l'essentiel, le tout de ce qu'il y a. Parce que la partie est de notre pays est une région montagneuse, est une région de relief. Mais quand vous regardez dans l'histoire comment on avait dû maintenir ces forêts, il y avait des moniteurs agricoles. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être avec Aliouar, on va essayer de regarder ça dans la formation qu'on est en train de voir. On forme et on informe des gens, mais l'important, c'est de maintenir une sorte de main-d'œuvre qualifiés, comme étaient les moniteurs agricoles à l'époque. Quand on conseillait de faire l'agriculture dans les zones à relief, il y avait un type donné d'agriculture et un mécanisme donné d'entretenir. C'est comme ça qu'on faisait l'agriculture étagée, qui permettait qu'on puisse bien maintenir, parce que le pluie permet le lessivage du sol. Et quand il y a le lessivage du sol, effectivement, ça apporte cette infertilité et cette stérilité de ce sol-là. Mais quand il y avait des moniteurs agricoles, tout cela était maintenu pour qu'il n'y ait pas assez de nomadisme pour chercher à faire une agriculture pratiquement qui touche de point à gauche à droite, mais
qu'on permette une certaine sédentarisation des choses. Et aujourd'hui, c'est ça qui vaut pour nous. Lorsque nous avons capté les aspects importants comme cette hydroélectricité, en fait, qu'est-ce que ça nous apporte? Ça donne à cette population non seulement de maintenir une main-d'œuvre. Vous savez, la proportion, 1 mégawatt vous donne au moins 1000 emplois. La partie Est, nous avons programmé d'avoir 6 centrales hydroélectriques dans les Virunga qui vont nous faire au moins 5 à 120 mégawatts, qui vous donnent à peu près au moins 120 000 emplois. Si les 120 000 emplois peuvent être garantis dans cette partie, on aura déjà résorbé le problème majeur des gens, qui est le problème du chômage. Et on aura apporté effectivement ces emplois. Les emplois apportent la richesse, ça apporte les ressources et ça modifie, ça change, ça transforme cette qualité de vie. Mais également, ça donne des ambitions de vouloir faire davantage. Et autour de nos aires protégées, notre souci, c'est de pérenniser ça. Comme vous venez de le dire, essayer de pérenniser ces pratiques et les bonnes pratiques. Essayer d'améliorer effectivement les conditions du travail. Demain, les aires protégées ne seront pas comme des îlots enfermés, mais les aires protégées doivent être des pôles de développement qui doivent booster alors un type donné d'activité et qui doit s'étendre en fait que de provinces entières puissent se développer à partir de la pulsion qui va sortir et qui va partir des aires protégées. C'est oui, ce mode effectivement déjà d'agriculture, ce mode de développement d'autres micro-activités et le mode de la créativité qui est poussé parmi les gens parce qu'ils ont accès à l'énergie, ils peuvent se permettre maintenant tout, ils sont en contact avec le monde. En fait, ça crée un peu cette mondialisation et qui fait que la vie de ces communautés puisse prendre effectivement tout un autre élan. Et j'aime bien quand on donne l'indicateur que les populations vivant tout autour des aires protégées ont des conditions de vie beaucoup plus meilleures aujourd'hui par rapport à ceux qui vivent et à d'autres types de populations. Mais je crois que les niveaux que nous définissons plus près de parcs, les populations riveraines, c'est à 5 km, à 200-300 mètres, non. Je crois que les choses peuvent s'étendre. Par la magie de communication, on peut aller et nous pouvons apporter plus. Donc les investissements qui sont donnés aux aires protégées, effectivement, préparent un avenir. Et nous savons, tout le monde dit un jour, vous savez, les aides peuvent se terminer. Comment vous pensez effectivement faire un financement durable? Comment vous croyez demain que vous allez vous en sortir? Non, je crois que si tout cela est aujourd'hui capitalisé, si ces appuis sont accompagnés, tels que nous sommes en train de le dire, si ce mental peut être transformé, je vous dis que cela, à lui seul, est déjà un capital financier important pour pérenniser les investissements ou les aides ou les appuis actuels. Bien sûr aussi, le courant, on ne peut pas le donner à 0 francs. Ça signifie qu'il y a aussi des apports financiers qui arrivent et qui permettent d'investir encore dans le parc ou dans les aires protégées, afin qu'il y ait encore une production et un niveau de réhabilitation de ces aires protégées, un niveau assez important également de sauvegarde de toute la biodiversité, qui permettront qu'il y ait un processus qui se tient dans la globalité afin de pouvoir donner vie et la meilleure vie effectivement à tout ce qu'on est en train de faire au niveau des appuis que nous avons du financement européen et d'autres bailleurs bien sûr, mais également au niveau de nous-mêmes. C'est ça la qualification du niveau de vie qui peut venir, qu'ailleurs on appelle en fin de compte le développement, qui pourra arriver à partir de ça. Je crois fermement. Je vous dis que mes 15 ans à l'ICCN m'ont apporté une certaine expérience et une lecture tout à fait nouvelle. Demain, toutes les théories de conservation, toutes les théories de l'environnement ne vous diront jamais qu'un parc pouvait avoir des centrales hydroélectriques. Ça n'avait jamais existé.
Aujourd'hui, on a essayé, nous y sommes. Qu'un parc peut avoir des chocolateries, un parc peut être associé à des savonneries. Même jusqu'aujourd'hui, mes collègues, je vous dis, dans des pays africains et autres, ne cessent de me poser des questions. Comment vous avez commencé? Qu'est-ce qui vous a poussé à ça? Si nous y sommes arrivés, je crois qu'on peut y aller davantage. Si nos amis qui sont dans des pays, regardez des pays comme le Tchad, qui fait déjà un tout petit peu touché en grande partie par déjà la sécheresse et ce qui arrive. Aujourd'hui, nous avons le fameux problème la transhumance qui est en train d'envahir le pays. Et vous savez, la crainte et la peur qui envahit nos États comme la RDC, en voyant des milliers et des milliers de bœufs qui descendent ici. Mais on semble oublier qu'il suffit d'une tête qui réfléchit. Nous, le parc de Garamba, le parc de Bilouéré, on avait peur de tous ces transhumants. Mais dernièrement, j'ai dit au facilitateur j'ai dit oui, on a peur lorsque les choses ne sont pas gérées, lorsqu'on n'arrive pas à comprendre ce qu'il faut faire. Mais je vous dis que le parc que nous avons peuvent être des véritables îlots de développement qui peuvent se créer de mécanismes avec l'accompagnement de tous les appuis que nous avons, afin de capitaliser même la transhumance de ce bête. Parce que si vous avez des milliers de bêtes et que nous trouvons une zone de transhumance clairement bien définie dans laquelle on peut orienter et positionner nos amis, et si chaque vache paye $10 pour entrer dans cette zone, qu'est-ce qu'on n'apportera pas à ces pays comme ressources, comme moyen pour que ce qui était mal hier devienne aujourd'hui une voie de mobilisation de ressources. Et on peut y arriver. Et c'était ça, je crois que vous verrez tout autour du parc, déjà vont avoir d'autres pôles de développement et les aires protégées, la biodiversité, nos forêts, tous ces écosystèmes retrouveront réellement leur sens en apportant ce qu'il faut pour améliorer la vie de l'homme. L'espèce humaine qui pourrait être en danger aujourd'hui aussi de disparaître, demain va se ressentir restaurée, régaillardie pour contribuer davantage à l'essor de la vie communautaire, sociétale et planétaire. Docteur, quand vous parlez de cet appui que vous recevez de l'Union européenne pour la communauté riveraine des parcs nationaux, est-ce qu'on peut savoir ce que vous avez pu apporter réellement? Ce sont des espaces terres, ce sont des activités agricoles que vous financez, c'est la somme d'argent que vous donnez à la population, ou vous trouvez des stands et puis l'ICCN vient élaborer pour la population et puis vous commencez à distribuer? Non, je crois que les appuis que nous avons de l'Union européenne sont effectivement assez multiformes. Et Aliouar vous a cité des cas. Dans les financements qui arrivent, la partie qui concerne le parc couvre non seulement le déploiement ou la création des patrouilles, couvre effectivement la tenue ou les habits que vous voyez de garde, ça porte la prime qui est payée aux gardes et tout ce qu'il y a, ça porte les études, les recherches et tout ce qu'on fait, mais également la partie qui est donnée aux communautés. C'est cette partie qui répond à des alternatives. Vous savez, cette population qui est affamée, cette population qui a besoin de la vitamine animale, cette population qui a tout ça, si on peut orienter une partie de ces financements pour les encadrer dans des coopératives d'élevage, dans des coopératives de pêche, comme on a cité le cas du parc national de Salonga, qui est le grand parc forestier, où vous trouvez tous ces mécanismes. Si on peut aider à améliorer pratiquement la production, liée d'une agriculture intensive qui est sur brûlis et autres, et qu'on peut maintenant avoir une agriculture à semences améliorée, avec des petits espaces, on peut produire suffisamment, vous apportez ce qu'il faut. C'est ça, ce qui est la qualité réelle. Vous savez, tout autour des aires protégées, vous trouvez toutes les structures d'hommes, non seulement les forêts communautaires, non seulement les administrations publiques et autres, mais les espaces des forêts existent. Et ce qu'on peut orienter aux différentes activités, aujourd'hui peut être davantage rentabilisé et il est déjà dans certaines régions où nous sommes opérationnels avec ces appuis. On voit effectivement le niveau de qualité de la production qui s'est amélioré et qui apporte déjà des appuis. Vous arrivez à Garamba, vous pouvez compter
autant de nombre de puits d'eau pour accès à l'eau potable. Et vous imaginez déjà ça, vous ne saurez pas le quantifier dans autant de nombres, mais vous avez le nombre de villages. La population consomme gratuitement ou il paye? Ah oui, mais ce sont des puits d'eau, ce sont des accès de puits d'eau où la population, le village, autres accèdent gratuitement. Ce ne sont pas payables. Mais il n'y a pas aussi longtemps, on vous a vu dans l'un des parcs nationaux en train de, vraiment avec un ton qu'on ne vous a jamais senti, la population vous accusant d'avoir détourné les fonds qui étaient destinés pour plusieurs projets, les centrales, voilà. Oui. Tout ça, je crois, c'était aussi, vous avez cité parmi les bailleurs qui ont appuyé l'Union européenne. Est-ce qu'en présence de l'Union européenne, vous pouvez quand même affirmer que cela a été juste d'intox ou bien réellement vous avez détourné l'argent? Alain va me compléter là-dessus. Je peux vous dire que c'est ça le niveau de ce que nous pouvons appeler je ne veux pas dire, vous avez dit l'intoxication, mais l'incompréhension et le non-accès à l'information réelle. Vous êtes de la presse et vous devez aider les amis avant de diffuser, de publier quelque chose, d'aller à la source, de chercher l'information. Vous savez, aujourd'hui, et la connaissance. Voilà, nous sommes dans une salle éclairée. Vous pouvez me donner la différence entre cet éclairage et l'éclairage d'une centrale solaire? Si ça vient du courant hydroélectrique de Inga, la ligne qui alimente ces bureaux, mais à quoi est-ce que cet éclairage-là peut être différent? Nous pouvons être ici, la ligne électrique peut partir, on peut allumer le groupe. C'est avec même le groupe qui pollue suffisamment, mais vous aurez peut-être le même niveau d'éclairage. Et même avec une centrale solaire, vous pouvez avoir... C'est ça le problème. À Garamba, nous avions dit, on a eu un financement de l'Union européenne qui finance effectivement la périphérie du parc, mais dans lesquelles les études pour qu'on accède à l'hydroélectricité a connu des problèmes parce qu'il n'y a pas de rivière qui porte suffisamment afin de répondre aux capacités voulues par la population. Et on a décidé de faire des centrales solaires. Et malheureusement, la communication a été mauvaise. Je ne veux pas dire intention mauvaise lorsque des acteurs extérieurs, peut-être pas tout à fait intéressés, et qui ont des intérêts un peu partisans, pour ne pas les dire politiques, peuvent donner une communication et dire « moi j'ai obtenu ça de l'Union européenne ». Ce n'est pas quelqu'un qui a obtenu, c'est un financement déjà décidé dans 11e FED de l'Union européenne pour apporter un appui dans ce secteur de l'hydroélectricité aux communautés. Ça ne vient pas de quelqu'un qui décide de le faire, lui, en tant qu'acteur originaire, non. Et c'est dans ces cadres-là que la communication passe et dit « j'avais obtenu de l'argent pour vous pour qu'on fasse des centrales et hydroélectricité. Mais on vous a promis des centrales solaires. » Non, c'est déjà biaisé la machine et le cheminement des choses. Mais la réalité, c'est que le financement est donné pour les communautés riveraines en dehors, disons, dans les périphéries du parc. Et que ces financements n'ont pas pu, les conditions, les écosystèmes, les rivières n'ont pas répondu à pouvoir produire du courant hydroélectrique. Et qu'il fallait qu'il y ait une centrale solaire. Et la centrale solaire, quand elle est montée, terminée, elle produit la même intensité du courant que le courant hydroélectrique. Avez-vous arrêté ou vous continuez ce projet? Le projet continue, le projet ne peut pas s'arrêter. C'est le financement qui est déjà libéré dans le cadre des accords de dons. Et Riouer peut vous dire, l'Union européenne a déjà libéré des financements et on ne peut pas arrêter. On continue à faire des actions en faveur des populations, l'agriculture, l'accès à l'eau potable, l'amélioration même des écoles et autres, tout est en train d'être réalisé. Et les centrales, effectivement solaires, sont aussi en train d'être réalisées. Alain, vous pouvez nous expliquer comment s'est fait la gestion des fonds soit tous ces fonds que vous allouez à l'Institut congolais pour la conservation de l'Atlantique. Quand vous financez, qui gère ces fonds et comment s'est fait les mécanismes de financement? Donc, ces fonds sont basés sur un partenariat entre l'ICCN et un opérateur.
Ces opérateurs sont par exemple WWF à Salonga, sont African Park à Garamba, sont Fondation Virunga à Virunga. Ce sont eux qui gèrent. Voilà, donc il y a une convention de financement, il y a un partenariat qui est là, il y a une convention de financement qui s'assied sur ce partenariat, mais cette convention de financement est détaillée. C'est un projet détaillé qui prévoit toutes ces rubriques et il y a un mécanisme de suivi extrêmement rigoureux des flux d'argent, de ce qui est dépensé et de ce à quoi c'est affecté. Et donc ces projets doivent absolument exécuter ce pourquoi ils ont programmé cet argent. Et donc le budget est suivi de très près et il y a des réunions régulières qui se font pour faire le point et vérifier cela. Il y a des audits annuels qui se font. L'Union européenne a créé un organe, a stimulé un organe interne en RDC, qui est la COFED, qui est de l'interface congolaise, qui fait ce travail avec une équipe costaud et qui vérifie que tout ça se fait dans les règles. Et s'il y a un doute quelque part, on doit former une enquête pour aller vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Dans le cas de cette situation de Garamba, eh bien, effectivement, on a cru à un moment donné qu'il y aurait des centrales hydroélectriques, mais ce n'était pas le cas parce que c'est plat. Il n'y a pas des cours d'eau comme dans les Kivu qui peuvent faire des grandes cascades. Et donc, on est parti maintenant sur des centrales solaires. Il y en a 3 qui sont déjà installées. Il y en aura d'autres après. Et il y a également un déploiement massif de petits matériels pour les populations, donc des lampes pour les enfants étudier, tout ça, mais massif, des dizaines de milliers de kits qui sont diffusés. Et puis après ça, il y a encore d'autres actions. Donc je voudrais quand même dire qu'à la Garamba, ils ont installé des locaux pour l'éducation environnementale de très haut niveau, et avec des bus, ils vont amener toutes les écoles des environs. Chaque jour, ils les amènent, ils passent une journée, même une nuit, comme ça il y a un feu de camp le soir, comme ça les enfants entendent les bruits des hippos la nuit, et donc il y a un mécanisme d'éducation environnementale qui est complet. Aujourd'hui, autour d'aires protégées et de réserves biosphères, on implante des pépinières dans les écoles. Et donc, ce sont les pépinières qui vont soutenir la vision des chefs d'État vers 1 milliard d'arbres, vous voyez. Donc, c'est toute une communauté. La réponse à ce que vous avez dit tout à l'heure, de la pérennité, la réponse, ce sont les communautés. Certes, il y a un affaiblissement des administrations décentralisées. On ne trouve plus les moniteurs agricoles comme par le passé. Et les provinces en décentralisation n'ont pas les moyens financiers de restaurer cela. Mais une vision d'un gouvernorat bien avisé qui travaille avec les communautés, les organisations paysannes, les ONG, pourquoi pas la presse, qui a beaucoup progressé en 10 ans, tout ça fait que la communauté a une autre façon d'aborder les choses, a une autre capacité de s'investir. Elle est prête à aller de l'avant, elle est consciente des enjeux, et donc on a affaire à des gens qui sont beaucoup plus conscients, beaucoup plus attentifs, qui vont aussi crier quand il y a quelque chose qui ne leur plaît pas, mais au moins avec ça, on peut avancer, on peut construire et on peut aller dans la pérennité post-projet. Quand vous faites le parcours de tous ces projets que vous financez déjà depuis plusieurs années, aujourd'hui, vous pouvez dire que vous êtes rassuré que la population pourra s'approprier complètement de ces initiatives. Un jour, ils ne compteront plus sur les financements de l'Union européenne par l'ICCN. Oui, on doit toujours faire preuve d'humilité. Et on doit toujours essayer de faire mieux. Ça reste très important. Vous savez, nous ne sommes pas dans un grand pays, nous sommes dans un très grand pays, fragile de surcroît, parce qu'il est difficile à gouverner, parce qu'il y a des intérêts extérieurs. Enfin, je ne vais pas rentrer dans cette case-là, mais c'est pour vous donner un petit peu la dimension du travail. Et donc également, l'implémentation de programmes ambitieux dans un pays comme celui-ci est complexe et difficile. Et donc, on procède aussi par comparatif. Que fait la Banque mondiale? Que fait l'USAID? Que fait le FONARET? Que fait l'Union européenne? Et on essaie de voir, tiens, qu'est-ce qui a bien marché? Moi, je dirais chez nous, avec Pasteur Cosma, la vision extraordinaire, ce sont ces partenariats. Des partenariats de cogestion, public-privé, appui budgétaire, des partenariats multiformes. À Kisangani, vous allez voir qu'est-ce qui a été fait. Dans 30 ans, vous pourrez toujours dire, cette université qui a été construite avec l'argent de l'Union européenne, elle vit, elle rayonne, elle forme des chercheurs pour la RDC, pour l'Afrique. Je sais que dans 30 ans, même une brique ne sera pas enlevée. Ça sera là, intégral. Ce qui a été fait autour de Virunga, c'est déjà dans la durabilité définitive. Qui va démonter une centrale? Non. Les gens vont continuer d'utiliser l'électricité. Donc je veux dire, dans tout ça, il y a une fierté de dire, OK, nous avons fait quelque chose avec cet argent qui est original, dans un cadre partenariat original. Et ça, il faut le remettre à Pasteur Cosma parce que cette vision originale, depuis 15 ans, c'est lui qui l'a portée, qui l'a défendue bec et ongle contre tout le monde. Et puis après, il y a de dire, mais comment est-ce que je peux encore faire mieux? Comment est-ce que je peux améliorer encore cette approche? On ne va pas dire que tout a été parfait avec les communautés, mais on peut l'améliorer encore, faire mieux demain.
Moi, je pense que les communautés doivent être de plus en plus structurées en comités locaux qui sont autonomes, démocratiques, et ces comités locaux sont souverains et peuvent négocier avec un projet sous forme d'un contrat qui est écrit en disant on vous aide de telle manière, on vous donne des semences de cacao, on vous donne des arbres, on vous donne ci, là, on construit une pépinière et vous êtes en train de faire ça. Et le revenu du travail que vous faites là, c'est vous, la communauté, qui allez le réinvestir, qui allez acheter une pompe, qui allez mettre des tôles sur le toit de l'école et ainsi de suite. Pour moi, la grande nouveauté, c'est la prise en main des communautés, la prise de conscience qui devient forte. L'autre nouveauté, c'est que nous avons affaire aujourd'hui à une classe de journalistes dans tout le pays qui sont devenus beaucoup plus attentifs et qui font ressortir maintenant des choses qui étaient ignorées, qu'on ne connaissait pas il y a 15 ans, qui les font ressortir et qui les mettent à la face de l'opinion publique et qui permettent maintenant aux téléspectateurs, aux auditeurs de se rendre compte qu'il y a une nouvelle forme de dynamique. Mais je reviens, il faut toujours revenir à l'humilité, de dire qu'on peut toujours faire mieux et qu'on doit encore améliorer les choses. Merci beaucoup Alain Huart, ça c'est très bien, cette reconnaissance du travail que les journalistes font également dans ces domaines. Alors je voudrais de manière sommaire que vous puissiez nous dire, avant qu'on avance parce que nous tendons vers la fin de cette émission, de manière sommaire, quelles sont les grandes actions qui ont été posées dans le cadre de l'agriculture durable autour des 5 aires protégées plutôt que l'Union européenne appuie? Eh bien, je pense que Pasteur Cosma a déjà abordé le sujet. Donc, la culture de cacao est en émergence au Nord Kivu et en Ituri, donc dans le nord du parc des Virunga. Elle est à ce point en émergence qu'on fabrique du chocolat et qu'on exporte des quantités importantes de cacao. C'est important parce que la RDC a un potentiel en cacao 6 fois supérieur à celle de la Côte d'Ivoire, qui est le premier producteur de cacao mondial. La Côte d'Ivoire étant elle-même en crise climatique, pour ne pas parler d'autres crises. Donc ça veut dire que le cacao a beaucoup d'avenir et de perspectives en RDC. Pour le café, également, donc à la Garamba, à la Fondation Virunga, et même à la Salonga, on a ouvert un centre d'achat à Huachikengo. Donc plusieurs de nos parcs travaillent dans la filière café, aident les producteurs à valoriser leur café de meilleure qualité, à le vendre à un meilleur prix et à stabiliser leurs organisations, leurs coopératives. Parce que dans le café, les coopératives congolaises sont déjà fortement avancées. Après ça, vous avez le palmier à huile. Oxfam fait des essais au sud de Salonga avec du matériel végétal de haute qualité, de manière à implanter des palmeraies qui permettent aux populations d'avoir des revenus supplémentaires et bien sûr de l'huile pour le ménage. À la Garamba également, il y a un plan de développement massif de la palmeraie. Évidemment, il y a la sycovire dans l'environnement Virunga. Donc vous voyez que le palmier à huile est un sujet qui s'aborde un peu partout. Et c'est une plante qui amène des revenus faciles, stables, constants. Après ça, vous pourriez améliorer la transformation du palmier pour la rendre moins pénible, pour avoir une huile de meilleure qualité. Et puis vous avez l'EVA. Donc aujourd'hui, l'Union européenne est en train d'imaginer un nouveau programme dans le domaine de l'EVA, que ce soit à Yangambi et que ce soit autour de Salonga, notamment dans le Sankuru, parce que l'EVA, c'est une plante associée aux cultures vivrières qui peut permettre de stocker des quantités de carbone très importantes, de placer les populations et les provinces en position de vendre du carbone dans 5, 10, 15, 20 ans, de vendre du carbone en préservant les forêts naturelles, c'est aussi des réussites. Et je voudrais dire aussi que dans la gestion forestière, nous avons des réussites remarquables. À Luki, nous avons encadré des populations avec des moyens, des paiements pour services environnementaux, et on a découvert qu'il y a 8000 hectares de forêts en régénération accompagnés par les populations. Ça vous fait un compte énorme, j'ai compté, ça fait 1,5 million d'arbres, donc déjà dans le programme du président, vous voyez, ou 15 millions d'arbres, ça vous fait déjà une quantité d'arbres considérable. Et donc, vous voyez, c'est ça, accompagner la population pour qu'elle apprenne à mieux gérer cet environnement et à mieux le valoriser. Et il se fait que les textes de loi de la RDC, les textes d'application sur la foresterie communautaire, sur l'aménagement du territoire, sur les zones économiques spéciales, c'est que quelque part le Parlement, le Sénat ont fait des travaux importants. Ces textes de loi ont été promulgués ces 3, 4, 5, 8 dernières années et c'est ce qui sert aussi de support à ce renouveau. Parce que les communautés aujourd'hui peuvent se défendre légalement pour dire cet espace, eh bien, nous avons un document qui couvre que cet espace nous appartient, que nous avons le droit de faire ça. Et quelque part, l'État a su, peut-être incomplètement, mais a su quand même placer les communautés devant leurs responsabilités en disant, voilà, ces textes qui sont là maintenant vous donnent un certain nombre de droits, vous donnent des opportunités de mettre en valeur votre environnement. On reprend, Dr Cosma. Vous nous confirmez réellement qu'aujourd'hui, les conflits sont en train d'être dissipés, les conflits qui existaient avant entre les communautés et les différents parcs.
sont en train d'être dissipés quand même. Oui, merci beaucoup. En fait, les conflits naturels, les conflits normaux entre les communautés et les différents parcs sont suffisamment dissipés. Ça, c'est une réalité. À Salonga, il ne s'est passé pas 1-2 mois sans qu'il y ait des conflits très sérieux qui surgissaient d'une manière ou d'une autre. Mais vous pouvez voir que le niveau de compréhension, le niveau de sensibilisation, le fait d'impliquer les populations dans des programmes pratiquement qui sont exécutés au niveau de parc et l'appui de ce programme dans les zones riveraines, de l'appui de tous les financements a permis qu'on puisse dissiper les conflits. Et vous regarderez dans tous les autres sites aujourd'hui du patrimoine mondial, à part là où les conflits sont entretenus par des volontaires qui veulent entretenir des conflits. Oui, parce que ces conflits ne sont pas liés à des intérêts particuliers, c'est lié à des intérêts partisans. Ça, ce sont des conflits qui nous dérangent encore aujourd'hui. Vous attendrez que le DG de l'ICCN est interpellé au Parlement, interpellé ou à la commission environnementale, ainsi de suite, mais parce qu'il y a un groupe d'intérêts qui se sent ou qui n'a pas pu apprécier ce qu'ils ont voulu faire. Mais les lois, telles qu'Alain l'a dit, les lois sont très claires aujourd'hui. Les efforts ont été fournis. L'Assemblée nationale, le législateur, a mis en place des mécanismes légaux qui légifèrent effectivement de relations, mais qui donnent beaucoup d'opportunités aux communautés. Et les communautés qui saisissent les opportunités légales qui leur sont données dans la relation durable avec l'ICCN bénéficient effectivement de ça. Et nous avons énormément aujourd'hui, je peux vous dire, de félicitations. Regardez une communauté comme les Kitawalistes au niveau du parc national de Salonga. Aujourd'hui, c'est le chef kitawaliste qui vient ici et me dire déjà, je veux vous accompagner dans la lutte contre l'exploitation pétrolière dans le parc de Salonga. Vous voyez des choses que vous ne pouvez pas imaginer. Demain, ce sont de grands chefs, que ce soit au nord Kivu, au sud Kivu et ailleurs, tous ceux qui restent encore dans les intérêts réels, dans ces relations de la conservation communautaire vraie, ce sont eux qui viennent même tirer l'ICCN. Nous avons encore vu. Est-ce que vous pouvez annexer cette partie de la forêt, même dans le parc, parce que nous voyons beaucoup d'animaux qui se réfugiaient ici. Ça ne pouvait jamais exister. Et ça commence à nous encourager. Et je crois que c'était à cela. J'ai dit, nous sommes à 13,5% du réseau d'aires protégées, nous voulons aller à 17%. Vous savez que les 3,5% là vont être constitués non seulement des initiatives privées. Nous avons maintenant des personnes au Congo qui donnent de leur propre terre et qui créent eux-mêmes, investissent pour dire « venez maintenant nous encadrer, nous voulons vous donner ça comme parc ». Et d'autres qui nous appellent pour dire « dans notre village, il y a des animaux, telle espèce ». J'étais suffisamment touché quand un évêque qui a quitté l'Équateur est venu jusqu'ici et me dire « il y a des okapis ». Dans ma région et là où nous sommes, ce n'est pas un parc. Vous pouvez venir créer un parc, le diocèse va vous accompagner. Wow. Alors, voilà en fait le niveau qui commence à venir. Ça, je vous dis, à 2-3, on a vu même au Katanga un honorable, un chef coutumier, pas plus loin qu'à côté ici, dans les Bandundu, qui est venu pour dire, nous avons le domaine de chasse de Swakibula. Il dit, est-ce que vous ne pouvez pas étendre ce domaine ? Nous voulons vous accompagner, nous les députés de Bandundu, pour que ça devienne un parc national. Parce que nous voulons que toute la partie là, il y a des éléphants qui viennent de l'Angola et qui se retrouvent dans cet espace, et nous voulons que ça soit un parc. Voilà le discours qui nous Et selon vous, cette appropriation est due à quoi? Qu'est-ce qui fait que du coup, tout le monde veut quand même s'approprier ces initiatives? Le niveau de sensibilisation. Le travail, les intérêts, tout le monde voit maintenant pratiquement où nous sommes en train d'aller. C'est l'avantage de tout ce travail qui est en train d'être fait. Toute la sensibilisation partout, les autres apprennent et les autres. Je vous dis, quand maintenant vous m'interpellez à l'Assemblée nationale,
vous êtes surpris de voir l'attitude des autres députés. Il dit, mais tout ça est fait chez vous, à l'Est là. Mais pourquoi pas ici? Et eux-mêmes se retournent contre les honorables de l'Est pour dire, voilà tout ce qui est fait chez vous. Est-ce que vous venez faire ça ici chez nous? Regardez, c'est cette attitude-là. Aujourd'hui, ça divise même des discussions. Je l'ai dit vraiment en termes de discussion. Quand on vous discutait, d'ailleurs même à l'Assemblée nationale, combien d'invitations j'ai maintenant aujourd'hui des honorables députés pour me dire non, venez chez nous. Vous avez beaucoup fait dans tel coin. Vous avez beaucoup fait dans tel coin. Voilà. Et là, je l'ai dit, effectivement, Léoard est là pour dire qu'il y a maintenant des opportunités. Et je crois qu'avec notre partenaire, pour nous, notre grand bailleur de l'Union européenne, on va peut-être essayer de demander la diversification maintenant, essayer d'aller vers les autres petits parcs qui étaient hier grands, mais les autres petits parcs maintenant qui ont besoin que ces communautés, ces populations bénéficient aussi des mêmes appuis tels que ça a été fait et tels que ça s'est fait ailleurs aujourd'hui. En regardant tout ce que vous nous dites là et toutes ces réactions, surtout de la population riveraine, des chefs coutumiers, on en a vu, pour les Kitawa, là nous sommes témoins, ils sont venus, je crois, à 2-3 reprises participer à notre émission pour défendre ils sont allés même voir les présidents de la République pour la question de l'exploitation pétrolière. Ça prouve à suffisance que votre message, parce qu'on peut dire aujourd'hui que le pasteur Kosma, c'est l'homme de la stratégie communautaire. Bon, je ne sais pas, c'est ceux qui voient de l'extérieur, mais j'essaie de faire l'essentiel. Parce que, je l'ai dit au départ, nous ne conservons pas pour conserver. Nous venons tous d'hériter la conservation classique et qui n'a pas été facile dans notre pays. Et qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas s'en tenir à cette conservation. Moi-même, je ne pourrais rien faire si je n'avais pas les appuis, comme nous disons ici. Allez voir, et là, des financements de l'Union européenne dans l'agriculture durable, d'autres opérateurs, comme il vous les a cités, WWF, tous les partenaires, nous essayons de créer en fait une dynamique d'un nouveau partenariat pour essayer de faire bénéficier à la population congolaise le bienfait de la conservation, le bienfait de ses écosystèmes, le bienfait de son environnement. En fait, qu'on ne dise pas seulement comme des slogans, deuxième poumon forestier du monde, d'ici ou cela, non. Mais quel est le gain que ça apporte? Et aujourd'hui, la communauté internationale, au travers de partenaires, au travers de bailleurs comme l'Union européenne et autres, vient à notre rescousse pour que nous apportions une réponse à cette population. Je vous dis qu'hier, il n'y avait pas de rubrique de financement pour les communautés en dehors du parc. Ça a été un grand pas pour qu'on y arrive. Et nous croyons, c'est très bien dit, allez voir, quand vous dites, on doit penser aussi au bien d'avenir on peut encore faire mieux. Et je crois que quand tout le monde réfléchit, tout le monde essaye de regarder, nous on pourrait peut-être même être bloqué sur le plan des réflexions, mais on a besoin des idées des autres. Qu'est-ce qui peut encore être mieux demain? Qu'est-ce qu'ils peuvent encore nous proposer? Aussi longtemps que nous sommes là, nous accueillons toutes les propositions pour qu'on améliore davantage, que notre population se sente réellement propriétaire de ses patrimoines, mais aussi qu'ils bénéficient. Vous savez, la viande de brousse a commencé à diminuer. Quand les gens comprennent que la vitamine animale, elle n'est pas différente dans l'antilope et dans la chèvre. Alors pourquoi tuer l'antilope? Parce que le touriste ne quitte pas l'Europe, les États-Unis, mais partout pour venir voir la chèvre congolaise ou la vache congolaise. Non, il veut voir l'antilope. Donc préservez cette antilope parce que vivante comme ça, elle vous coûte pour le tourisme. Vous savez combien? Même 200, 300, 40, 500 $ pour que quelqu'un aille visiter un parc. Mais si elle est morte, c'est à peine 50 $ que vous allez manger et ça sera terminé. Donc, ce niveau de compréhension est très bénéfique pour nous et ça va nous aider davantage. Et je crois que c'est cela. Donc, ce n'est pas Kosma, individu tel que je suis, mais si cela peut être tout un système avec nous tous de contribuer à valoriser nos aires protégées. Même si demain je veux, même si je suis dans ma tombe, je serai heureux
en sachant que les autres continuent à travailler pour le bien de la communauté et le bien de notre population, et que la conservation ne redeviendra plus policière pour traquer les communautés, mais elle va aussi donner à nos communautés les fruits de ce qu'elle a pu produire au travers de l'accompagnement de tous nos partenaires. Voilà, Dr Cosma, merci beaucoup pour ces éclaircissements. Aujourd'hui, regrouper les communautés, les organiser, les regrouper, vous aide quand même dans votre travail de conservation? Ah oui, ça serait beaucoup plus intéressant. Je sais, une seule reproche que moi j'ai fait à mon propre gouvernement, c'est la faiblesse du ministère d'aménagement du territoire. Dans ces pays, l'aménagement du territoire devrait déterminer réellement les affectations des terres et les affectations des terres bénéfiques à nos communautés. Quelles sont les terres? Moi, je parle des aires protégées et je peux vous dire que je suis à 13,5%, nous allons à 17% pour le réseau officiel d'aires protégées. J'aurais aimé que cela soit dit pour l'agriculture et pour les populations. Pour les villes, on ne doit pas laisser toutes choses évoluer comme nous étions dans le jungle ou dans une jungle où chacun peut faire. Non. Notre aménagement du territoire doit réellement déterminer les affectations. Le mine, ça fait quoi? On ne peut pas faire un pays où tout le pays devient un bloc ou une concession minière, où tout le pays devient un bloc pétrolier, où tout le pays devient non. Je crois qu'on doit pouvoir déterminer et suivant les priorités vitales. Pourquoi on doit avoir autant de blocs pétroliers? Vous avez quel pourcentage du pays? Les mines, vous avez quel pourcentage? Et l'agriculture, à quel pourcentage? Les aires protégées, vous avez quel pourcentage? Les villes et les villages doivent avoir quel pourcentage? Qu'est-ce qui nous reste encore comme forêt? Nous parlons de 150 millions de forêts. Mais qui a fait l'audit des forêts congolaises pour que nous arrivions réellement à apprécier le degré de nos efforts? C'est comme si on est en train d'anéantir les efforts que le partenaire et nous tous, et nos bailleurs de fonds, sont en train de faire, parce que d'autres ne tiennent même pas compte de ça pour essayer d'aller détruire, dégrader et faire des choses. Non. Je pense que si nous avons le secteur, le ministère les plus importants devrait partir de là, de cet aménagement pour opérer de vraies réaffectations des terres nationales aux différentes cadastres nationaux qui pourraient bien articuler la vie nationale dans ces pays. Et ça, c'est capital pour moi et ça devrait aider les efforts de chacun. Nous savons jusqu'où nous allons et ça serait plus bénéfique pour notre pays. Voilà, le rythme est lancé et il faut pérenniser ces rythmes. Aujourd'hui, Alain Huart, vous avez un conseil à donner à l'ICCN qui est à vos côtés. Si jamais il faut maintenir ces rythmes, qu'est-ce qu'il faut faire? L'ICCN a su innover avec ses partenariats, diversifier, et il faut continuer d'apprendre les leçons de ces partenariats. Il faut faire les plus et les moins. Il faut rectifier les partenariats qui ne seraient pas les plus optimaux, et il faudra en initier d'autres. De même, ICCN a mis sur pied une stratégie de développement communautaire. J'étais à Garamba et à Virunga et j'ai vu les leaders ICCN dans les équipes de management qui connaissent parfaitement ces outils, ces stratégies, qui essayent de les mettre en place avec des moyens limités. Je conseille à l'ICCN d'obtenir des partenaires plus de moyens pour mettre en œuvre sa propre stratégie, de manière à être dans une pérennité de sa propre stratégie de développement communautaire. Il est vrai qu'on voit des partenaires travailler avec les communautés, mais cet ancrage avec l'ICCN pourrait être plus fort et je conseille que ça puisse évoluer. Je conseille également à l'ICCN d'aller vers les entités provinciales. Chaque province va devoir contribuer à la contribution déterminée selon les accords de Paris et selon l'alignement de l'RDC aux accords de Paris. J'ai parlé tout à l'heure du projet 1 milliard d'arbres. Le FONARET, monsieur le pasteur Cosma, nous en a donné un mot aussi. Donc vous voyez, il faut aller vers encore plus de convergence. Ça demande de l'énergie, ça demande de l'ouverture, ça demande du temps, ça demande beaucoup de choses. Mais il faut que nous puissions harmoniser les différentes interventions. Je vois clairement un rapprochement entre les actions de FONARET dans les provinces avec ceux de EAD au travers de l'ICCN. Donc je recommande à l'ICCN, puisqu'ils sont sur cette bonne voie, de diversifier les partenariats, d'ouvrir la porte à d'autres partenariats et de cultiver
ce partenariat avec les communautés qui est en train d'évoluer et qui montre des résultats. Enfin, comme l'a dit aussi Pasteur Cosma, il faut investir massivement dans l'éducation environnementale. Alain, vous avez quand même accepté d'appuyer les programmes des partenaires publics-privés de l'ICSN, les programmes de la conservation communautaire de l'ICSN. Aujourd'hui, quand vous regardez tout ce qui se passe, vous pouvez dire que vous n'êtes pas déçu? Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a jamais une solution parfaite. Il faut examiner le bilan de chaque chose, de chaque type de partenariat. À la Salonga, vous avez un partenariat de cogestion. Ce partenariat a connu des hauts et des bas, des accusations, des ceci, de cela, mais il évolue. Et aujourd'hui, on l'examine sur base de documents, sur base de ce qui se fait sur le terrain, et on va construire pour demain. Parce qu'avec un partenaire comme WWF, on sera forcément dans une cogestion. Mais avec un autre partenaire qui a une autre configuration, on sera dans un partenariat public-privé. Et pour moi, le meilleur exemple que j'ai vu encore, c'est à l'université de Kisangani. Et là, c'est un appui budgétaire à la faculté. Vous voyez, chaque chose est différente. Et il faut garder un œil critique. Il faut examiner les réussites, les avancées. Et là où on voit qu'il y a un point faible, il faut le consolider. Un autre point fort, et j'insiste beaucoup là-dessus, et le pasteur Cosma l'a dit aussi, c'est l'application des textes de loi récents. Ces outils sont là. Et on voit que les opérateurs les utilisent à fond. On voit que les communautés se les approprient. Et ça, c'est aussi un renouveau de notre pays. Notre renouveau est doté de nouveaux textes d'application divers sur l'aménagement du territoire, même si ce n'est pas encore assez fort, mais ça existe, sur l'énergie, libéralisation du secteur énergétique, sur les zones économiques spéciales, sur la foresterie communautaire, et demain sur l'agriculture. Donc tout ça, ce sont des opportunités extraordinaires pour qu'il y ait un foisonnement d'acteurs. Des acteurs locaux, des communautés, des gens qui viennent de la diaspora, des investisseurs privés, nationaux, étrangers, peu importe. Il faut que dans ce foisonnement-là, on puisse faire émerger les choses qui sont les plus intéressantes, on puisse apprendre les leçons là-bas, et comme notre pays est très grand, les leçons très bonnes des Virunga et de Garamba, eh bien, on peut aussi les appliquer à l'ouest, essayer de faire transvaser en quelque sorte les très bonnes solutions d'un espace à l'autre. Pasteur, je voudrais avoir un mot sur les perspectives avec l'agriculture durable autour des aires protégées. Non, le mot c'est de dire merci et nous encourageons, nous croyons que nous devons travailler davantage avec nos bailleurs, avec nos partenaires, avec toute la diversification, comme vient de dire Alain, de diversifier les acteurs. Nous devons tenir à cette agriculture durable. C'est un moteur réel pour le développement. Ça donne de l'espoir aux gens, ça donne cette durabilité et ça permet en fait d'améliorer toutes les conditions de vie. C'est une des solutions aujourd'hui qui répond mieux et je crois que même demain, elle répondra davantage mieux. Soutenons cette agriculture durable, que les autres bailleurs, les autres partenaires ne laissent pas seulement à l'Union européenne seule de soutenir cette agriculture durable, mais je crois que d'autres peuvent bien bouger les lignes de leur budget, de leur financement, pour qu'ensemble nous fassions de ça notre cheval de bataille. Et les aires protégées en sortiront beaucoup plus régaillardies, réhabilitées, consolidées, et effectivement se développeront davantage autant que nos populations. Voilà. Docteur Cosma, merci beaucoup. Alain Huart, merci également pour votre disponibilité. Je sais que ça n'a pas été facile pour bouger vos agendas, surtout c'est un week-end. Donc nous vous disons merci pour toute cette lumière que vous avez apportée à cette émission. Quant à moi, j'ai dit également merci à mon collègue Serge Gata, merci pour ton accompagnement. Merci aux auditeurs et aux téléspectateurs qui ont suivi cette émission. Nous vous fixons un nouveau rendez-vous la semaine prochaine ou le mois prochain avec des nouveaux invités. Cette fois-là peut-être pour parler de la foresterie communautaire, mais pourquoi pas aussi parler d'autres aspects de la conservation communautaire avec l'ICSN et ses partenaires. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine.